Un PDG milliardaire voit des jumeaux noirs vendre une petite voiture pour sauver la vie de leur mère. Leur vie ne sera plus jamais la même. S'il vous plaît, madame, ce n'est que 10 $. C'est la voiture la plus rapide que vous ayez jamais vue. N'a jamais vu la voix de Maya, 8 ans, trembler alors qu'elle tenait la petite Camaro rouge, ses mains sales contrastant avec l'éclat du jouet dont elle et sa sœur jumelle Zoé prenaient soin, comme s'il était en or. C'était un froid matin de décembre à Central Park, et les deux filles étaient là depuis 3 heures. Leurs manteaux déchirés les protégeant à peine du vent glacial. Mais elles restaient fermes sur le trottoir, abordant chaque passant, avec la même supplication désespérée. « Maman a besoin de ses médicaments aujourd'hui. » Zoé murmura à sa sœur en essuyant une larme qui refusait de rester. « Si on n'a pas l'argent ?» De l'autre côté de la rue, Blake Morrison ajusta sa veste de costume à 3 000 $ et observa la scène avec un malaise grandissant. À 42 ans, le PDG de Morrison Enterprises avait bâti un empire technologique d'1 milliard de $. Mais il n'avait jamais rien vu d'aussi poignant que 2 enfants essayant désespérément de sauver leur mère. « Monsieur Morrison, votre voiture vous attend », murmura son assistant Marcus en vérifiant sa Rolex. La réunion avec les investisseurs japonais commence dans 20 minutes. Lake fit un signe de la main, distrait, incapable de quitter des yeux les jumelles. Il y avait quelque chose dans leur détermination, dans la façon dont elles se soutenaient mutuellement, qui remuait une partie de son âme qu'il avait enfouie depuis des années. « Je suis désolé, monsieur, mais cette poussette est très spéciale », expliqua Maya à un homme en costume qui l'ignora complètement, occupé à parler au téléphone. « Elle appartenait à notre père avant qu'il... » L'homme passa devant elle comme si les filles étaient invisibles. Zoé serra la main de sa sœur. « Main. Essayons encore un peu. Maman compte sur nous. » Blake observa la scène pendant encore 5 minutes, voyant au moins une douzaine de personnes rejeter les filles, certaines avec un mépris à peine dissimulé, d'autres faisant simplement comme si elles n'existaient pas. Ce qui l'impressionna le plus, ce n'était pas le rejet, mais la dignité inébranlable avec laquelle les jumelles répondaient à chaque refus. « Marcus, » dit soudain Blake, « annulez la réunion, monsieur. » L'assistant cligna des yeux, perplexe. « Ce sont des investisseurs à 50 millions de $. Vous m'avez bien entendu. » Blake traversa la rue d'un pas déterminé, ses chaussures italiennes claquant fermement sur l'asphalte mouillé. Les jumelles le virent approcher et échangèrent des regards pleins d'espoir. Maya souleva la poussette à 2 mains comme s'il s'agissait d'une offrande précieuse. « Qu'est-ce qui rend cette poussette si spéciale ?» demanda Blake en s'accroupissant pour être à la hauteur des filles. Demanda Maya en s'accroupissant pour être à la hauteur de la fillette. Zoé déglutit péniblement. « C'est le dernier cadeau que notre papa nous a fait avant de partir au ciel. Maman dit que parfois, il faut renoncer aux choses qu'on aime pour sauver celles qu'on aime encore plus. » Blake sentit son cœur se serrer. « Votre mère est malade ? Elle est diabétique ?» expliqua Mir d'une voix faible mais déterminée. « Les médicaments coûtent 200 $ et notre dernière dose est pour aujourd'hui. Si elle ne les prend pas... » La prendre, la phrase resta suspendue dans l'air, mais le poids de ce qui n'était pas dit était assourdissant. Blake regarda la poussette dans les mains tremblantes de Mia. C'était un vieux modèle bien entretenu, mais visiblement très aimé. Il y avait des rayures dues à des années de jeu, mais chaque détail était propre et poli. « 200 $, répéta-t-il pensivement. C'était moins cher qu'un repas dans son restaurant préféré. Maya acquiesça vigoureusement. La pharmacie avait dit qu'il ne pouvait attendre que jusqu'à 17 heures, après quoi elle ne pourrait pas finir sa phrase. Blake sortit son portefeuille et les jumelles le regardèrent avec de grands yeux. Il compta soigneusement les billets de 500 $ et les tendit à Maya. « Mais la poussette ne vaut que 10 $, protesta Zoé perplexe. « Pour vous peut-être, mais pour moi, elle vaut beaucoup plus. » Blake prit la poussette des mains de Maya, sentant le poids de leur décision et de quelque chose qu'il ne comprenait pas encore lui-même. Les filles se regardèrent, des larmes de soulagement coulant sur leurs joues. « Merci, monsieur. Merci, » dirent-elles à l'unisson, en serrant l'argent contre leur poitrine, tandis que les jumelles couraient vers la pharmacie. Blake resta immobile, tenant la petite Camaro rouge, envahi par un sentiment étrange, comme si cette rencontre fortuite n'était que le premier acte d'un événement beaucoup plus important qui allait se dérouler.
Marcus s'approcha, visiblement bouleversé. Monsieur Morrison, les investisseurs japonais sont extrêmement déçus, ils suivent ces filles. Blake l'interrompit en glissant discrètement la petite voiture dans la poche de son manteau. Je veux savoir où elles habitent, monsieur. Blake regarda les jumelles disparaître au coin de la rue, envahi par un étrange sentiment de détermination. Il y avait quelque chose chez ces deux enfants qui avait réveillé une partie de lui qu'il croyait morte à jamais. Vous m'avez entendu, et Marcus? Demanda Blake à son assistant, les yeux brillants d'une intensité que n'avait jamais vue auparavant. J'ai le sentiment que cette histoire ne fait que commencer. Si vous appréciez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui s'est passé ensuite allait changer la vie de toutes les personnes impliquées d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Marcus revint 2 heures plus tard avec des informations qui firent serrer les poings de Blake involontairement. Les jumeaux vivaient dans un complexe immobilier délabré du sud de la ville, où l'ascenseur était en panne depuis 6 mois et où les familles devaient monter 10 étages dans le noir. Leur mère s'appelle Diana Foster. Marcus a déclaré avoir consulté ses notes. Infirmière diplômée depuis 15 ans, elle avait été licenciée de l'hôpital St. Mary 3 semaines auparavant pour incompétence professionnelle. Blake a haussé un sourcil. Incompétence? Une infirmière avec 15 ans d'expérience? C'est ce que dit le rapport officiel, mais j'ai parlé discrètement avec certains membres du personnel de nettoyage. Marcus a hésité, monsieur. La vraie raison était qu'elle avait publiquement remis en question le fait que les patients noirs recevaient des analgésiques moins puissants que les patients blancs pour les mêmes procédures. Le silence dans le bureau de Blake était assourdissant. Il a pivoté sur sa chaise pour regarder par la fenêtre panoramique qui offrait une vue privilégiée sur Manhattan en contrebas, où de minuscules personnes se pressaient, chacune menant son propre combat invisible. « Continuez », dit Blake d'une voix plus basse. Le docteur Patricia Whitman, la chef de service, a affirmé que Diana créait des tensions inutiles et remettait en question les protocoles établis. Diana a été licenciée sur le champ. Marcus consulta une autre page. Aucun avertissement, aucune indemnité de licenciement, et comme elle a été licenciée pour des raisons qui ne le justifiaient pas, elle n'a pas droit au chômage. Blake tenait le chariot rouge, passant son pouce sur sa surface usée. Les filles qu'elles accompagnaient fréquentèrent l'école élémentaire Jefferson, avaient d'excellentes notes et n'avaient jamais manqué un jour jusqu'à cette semaine. La directrice avait déclaré qu'elles étaient les élèves les plus assidus qu'elle ait jamais vus, mais elles avaient cessé de venir lorsque leur mère était tombée malade. La porte du bureau s'ouvrit silencieusement. Sarah Chun, directrice des ressources humaines chez Morrison Enterprises et amie personnelle de Blake depuis plus de 10 ans, entra sans s'annoncer, un privilège dont peu de gens jouissaient. « Blake, je dois te parler de quelque chose d'urgent, » dit-elle en remarquant la tension dans la pièce. « C'est à propos de l'hôpital St. Mary. » Blake et Marcus échangèrent un regard significatif. « Quelle coïncidence intéressante. Qu'as-tu découvert ?» Sarah s'assit et ouvrit une tablette. « Tu te souviens quand tu m'as demandé de chercher des opportunités d'investissement dans le secteur de la santé? Eh bien, St. Mary's recherche désespérément un investisseur principal. Ils sont au bord de la faillite. »« Pourquoi est-ce si urgent ?» demanda Blake, même s'il connaissait déjà la réponse. « Parce qu'ils ont reçu une proposition préliminaire du Hartwell Medical Group ce matin. Si la fusion est approuvée, la moitié du personnel sera licencié et les protocoles administratifs seront encore plus stricts. En disant simplement qu'ils seront encore plus stricts sur les questions de diversité. » Blake sourit, mais pas avec le sourire cordial qu'il affichait lors des réunions d'affaires, mais avec un sourire plus tranchant, plus dangereux. « Marcus, je veux que tu annules tous mes rendez-vous de demain, Sarah. J'ai besoin d'un rapport complet sur la situation financière de St. Mary's dans les 2 heures. » Sarah dit prudemment. « Que comptez-vous faire exactement ?»« Faire ce qu'il faut, » répondit Blake en se levant et en se dirigeant vers la fenêtre. « Peut-être apprendre à certaines personnes les conséquences de leur choix. » Cet après-midi-là, Blake fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il quitta le bureau sans prévenir Marcus et se rendit dans le quartier sud. Le contraste était brutal. En 20 minutes, il était passé de gratte-ciel étincelant fait depuis des années. Il quitta le bureau sans prévenir Marcus et se rendit dans le sud de la ville. Le contraste était brutal.
En 20 minutes, il était passé de gratte-ciel étincelants à des bâtiments aux briques écaillées et aux fenêtres condamnées avec des panneaux de contreplaqué. Il trouva Diana Foster dans la petite épicerie du coin, en train de marchander le prix d'une boîte de soupe avec la caissière. Elle était plus jeune que Blake ne l'avait imaginé, peut-être 35 ans, avec la même détermination tranquille qu'il avait vue chez sa fille. Madame Foster. Blake s'approcha discrètement. Diana se retourna et le reconnut immédiatement. Ses joues rougirent d'embarras. « Monsieur, mes filles m'ont dit ce que vous avez fait. Je ne sais pas comment vous remercier. Puis-je vous offrir un café? J'aimerais discuter dans le petit café d'à côté. » Diana lui raconta sa version de l'histoire. 15 années consacrées aux nuits de St. Mary, travaillant de double équipe, des patients qui la demandaient spécifiquement parce qu'ils avaient confiance en ses soins. Le docteur Whitman m'a toujours traité différemment, expliqua Diana en remuant son café avec des mains qui tremblèrent légèrement, un effet secondaire des médicaments qu'elle rationnait. Mais quand j'ai commencé à me demander pourquoi le protocole de douleur était différent selon le profil des patients, tout a changé. Avez-vous documenté ces différences? Diana sourit. Monsieur, je suis infirmière depuis 15 ans, je documente tout. Elle a sorti un petit carnet de sa poche. Date, nom, dosage, protocole, tout ce qu'elle avait vu au fil des ans. Blake a regardé le carnet, les yeux brillants d'intensité. Diana passe tout à fait. Madame Foster, puis-je vous poser une question? Si vous aviez la possibilité de retourner à l'hôpital dans de meilleures conditions, le feriez-vous sans hésiter? Diana répondit sans hésiter. Ces patients sont ma famille. Ils méritent des soins dignes, peu importe qui ils sont ou d'où ils viennent. Blake acquiesça, une décision se cristallisant dans son esprit. Et si je vous disais que cela pourrait être possible? Cette nuit-là, Blake travailla tard, passant des appels à ses contacts à New York, Washington et Londres. Le chariot rouge resta sur son bureau, lui rappelant sans cesse la raison de sa présence. Sarah entra dans le bureau à 23 heures et trouva Blake toujours penché sur des tableaux financiers et des rapports juridiques. « Tu envisages d'acheter tout l'hôpital, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle sans détour. Blake leva les yeux, son sourire trahissant une détermination qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. « Sarah, tu te souviens pourquoi nous nous sommes lancés dans cette aventure? Ce n'était pas seulement pour l'argent, c'était pour prouver que nous pouvions faire une différence. » Elle comprit immédiatement. « Exactement. Et maintenant, nous avons la chance de le faire. » Blake se cala dans son fauteuil. St. Mary's a besoin de 15 millions de dollars pour rester en activité. Hartwell veut l'acheter pour 5 millions et licencier la moitié du personnel. Et toi, Blake? Il tenait le chariot de golf, les yeux fixés sur les lumières de la ville en contrebas. Je vais offrir 20 millions avec des conditions très précises, concernant la politique du personnel et les protocoles de soins aux patients. Sarah sourit. Le docteur Whitman ne va pas aimer ça. Elle ne le fera pas. Blake acquiesça, sa voix portant une promesse silencieuse. Mais j'ai le sentiment qu'elle va découvrir que sous-estimer les gens peut être une erreur très coûteuse. Blake rangea la voiture dans sa poche, exactement là où elle se trouvait depuis ce matin-là dans le parc. En 24 heures, ce petit jouet était devenu le catalyseur de quelque chose de beaucoup plus grand. Une chaîne d'événements qui prouverait que parfois, la justice prend des formes inattendues. Alors que les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles terrestres, Blake finalisait les derniers détails d'un plan qui ferait bien plus qu'aider une famille. Mais ce que ni Diana ni l'arrogant Dr. Whitman ne pouvaient imaginer, c'était que cet homme discret et généreux avait suffisamment de ressources pour réécrire complètement les règles du jeu et qu'il n'hésiterait pas à les utiliser lorsque la justice serait en jeu. La salle de réunion de l'hôpital Sainte-Marie n'avait jamais accueilli un public aussi tendu. D'un côté de la table en acajou, le docteur Patricia Whitman ajusta nerveusement ses lunettes, flanqué des membres du conseil d'administration qui semblaient partager son inquiétude grandissante. De l'autre côté, Blake Morrison était assis calmement, une mallette noire devant lui. « Monsieur Morrison, » commença le docteur Whitman de sa voix la plus autoritaire, « nous apprécions votre intérêt pour notre hôpital, mais notre partenariat avec Hartwell Medical est déjà pratiquement annulé. » L'interrompit Blake doucement en faisant glisser un document sur la table. Hartwell a retiré sa proposition ce matin après avoir découvert certaines irrégularités dans vos dossiers administratifs.
Le silence dans la pièce était assourdissant. Le directeur financier, le docteur Hamilton, parcourut rapidement le document, les yeux écarquillés. Comment avez-vous obtenu cela? Blake sourit de ce sourire que ses concurrents avaient appris à craindre. Disons simplement que lorsque vous transférez 20 millions de dollars sur les marchés financiers, les gens y prêtent attention. Et lorsque ces gens découvrent des pratiques d'embauche et de licenciement douteuses, eh bien, il marqua une pause dramatique. Disons simplement que lorsque vous déplacez 20 millions de dollars sur les marchés financiers, les gens y prêtent attention. Et lorsque ces gens découvrent des pratiques d'embauche et de licenciement douteuses, eh bien, il marqua une pause dramatique. Disons simplement que Hartwell a préféré se concentrer sur des opportunités moins compliquées. Le docteur Whitman tenta de garder son sang-froid, mais ses mains tremblaient légèrement. « Monsieur, je ne comprends pas pourquoi un homme de votre fortune s'intéresse à un hôpital communautaire comme le nôtre. »« Ah, mais j'ai un intérêt très personnel, » répondit Blake en ouvrant sa mallette. « Surtout en matière de justice au travail et de protocole de traitement médical équitable. » Il sortit un petit chariot rouge de sa mallette et le posa soigneusement sur la table. Le docteur Whitman fronça les sourcils, perplexe devant cet objet enfantin au milieu des documents juridiques. Cette poussette, expliqua calmement Blake, appartient à 2 filles extraordinaires, Maya et Zoé Foster, les filles de Diana Foster, une infirmière qui a travaillé ici avec un dévouement exemplaire pendant 15 ans. Ce nom frappa le docteur Whitman, comme un coup de poing. Son visage pâlit instantanément. « Monsieur, si cela concerne cet employé problématique, » répéta Blake d'une voix qui restait conversationnelle, mais avec une froideur qui rendit tout le monde dans la pièce mal à l'aise. « Clarifions exactement qui est la personne qui pose problème ici. » Blake sortit un autre document de sa mallette. « Rapport d'audit indépendant sur les pratiques en matière de médicaments antidouleurs au cours des 5 dernières années. » Clarifiez exactement qui est problématique ici, Blake. Il sortit un autre document de sa mallette. Un rapport d'audit indépendant sur les pratiques en matière de médicaments antidouleurs au cours des 5 dernières années. Nous avons découvert des tendances intéressantes. Il passa ses doigts sur les chiffres. Les patients afro-américains reçoivent systématiquement 40% moins de médicaments antidouleurs que les patients blancs pour des procédures identiques. Le docteur Whitman tenta de protester. Ces chiffres peuvent s'expliquer par... « Par quoi ?» demanda Blake en se levant lentement. « Par des différences génétiques imaginaires dans la perception de la douleur. Parce que c'est test exactement ce que vous avez dit à Diana Foster lorsqu'elle a remis en question ses pratiques. N'est-ce pas ?» La pièce était silencieuse. Blake continua à sortir d'autres documents, un enregistrement audio de la réunion où vous avez licencié Diana Foster, avocate dans l'État de New York. Comme l'une des parties dans cette affaire, Diana avait consenti à l'enregistrement. Il avait placé un petit magnétophone sur la table. Aimerait réentendre son explication sur les raisons pour lesquelles certaines personnes ont tendance à exagérer les symptômes de la douleur. Le docteur Whitman était maintenant visiblement désespéré. « Monsieur, vous ne pouvez pas simplement acheter un hôpital. »« Bien sûr que je peux, » répondit Blake en souriant à nouveau. « J'ai déjà les papiers, ils ont été signés ce matin. Sainte Mary fait désormais partie de la Morrison Foundation for Equitable Healthcare. » Le docteur Hamilton déglutit péniblement. « Qu'est-ce que cela signifie pour le personnel actuel ?» « Excellente question, » répondit Blake en se rassoyant. « La plupart des employés seront conservés, avec des augmentations de salaire significatives et de meilleurs avantages sociaux. Le personnel infirmier, en particulier, recevra une reconnaissance et une compensation appropriée pour ses années de travail exceptionnelles. » Il fit une pause, les yeux fixés sur le docteur Whitman. « Cependant, certains membres de l'administration seront licenciés avec effet immédiat, en particulier ceux dont les pratiques discriminatoires ont créé un environnement de travail hostile et compromis les soins aux patients. » Le docteur Whitman explosa enfin. « Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai une carrière médicale de 20 ans, des relations dans toute la ville. On crée un environnement de travail hostile et compromis les soins aux patients. » Le docteur Whitman explosa finalement. « Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai une carrière médicale de 20 ans et des relations dans toute la ville. » Corrigea doucement Blake. Sarah Chon, notre directrice des ressources humaines,
a passé la matinée à parler aux administrateurs hospitaliers dans un rayon de 500 mètres. Il est intéressant de noter que lorsque vous partagez des enregistrements, de pratiques discriminatoires et des données d'audit médical, les possibilités d'emploi deviennent limitées. À ce moment-là, la porte de la salle de conférence s'est ouverte. Diana Foster est entrée, vêtue d'une blouse médicale impeccable, suivie des jumelles Maya et Zoé qui ont couru vers Blake. « Monsieur Morrison !» Mia s'est exclamée en serrant sa jambe. « Maman a dit que vous aviez fait quelque chose d'incroyable. » Blake se bassa pour rendre le chariot rouge à Zoé. « C'est à elle. Je le lui gardais, » dit-il. Zoé serra le chariot contre sa poitrine, les larmes de joie coulant sur son visage. « Merci de t'en être occupé et de prendre soin de maman. » Diana s'approcha de la table, le dos droit et l'air professionnel. « Docteur Whitman, » dit-elle calmement. « Je suis venu chercher mes affaires dans le placard avant de prendre mes nouvelles fonctions. »« Nouveau poste ?» demanda le docteur Whitman, encore sous le choc. Blake sourit en serrant les jumelles dans ses bras. « Diana Foster est notre nouvelle directrice des soins infirmiers. Son premier projet sera de mettre en place des protocoles équitables de gestion de la douleur et de diriger un programme de formation à la sensibilité culturelle pour l'ensemble du personnel médical. » La transformation dans la pièce était palpable. Les membres du conseil d'administration qui avaient soutenu les pratiques du Dr Whitman évitaient désormais tout contact visuel, réalisant que le vent avait complètement tourné. « C'est un complot », murmura le Dr Whitman en rassemblant ses affaires avec des mains tremblantes. « Vous avez planifié cela depuis le début. » Diana se tourna vers elle, la voix calme mais ferme. « Nous n'avons rien planifié. Nous avons simplement documenté la vérité et trouvé quelqu'un qui était prêt à murmura le Dr Whitman, en rassemblant ses affaires avec des mains tremblantes. « Vous avez planifié cela depuis le début. » Diana se tourna vers elle, la voix calme mais ferme. « Nous n'avons rien planifié. Nous avons simplement documenté la vérité et trouvé quelqu'un prêt à l'écouter. » Blake se leva et tendit la main à Diana. « Bienvenue au travail, directrice Foster. » Le docteur Whitman se précipita hors de la pièce, suivi par les membres du conseil d'administration pensifs. Mia tira sur la manche de Blake. « Monsieur Morrison, pourquoi nous avez-vous aidé? Vous ne nous connaissiez même pas. » Blake s'agenouilla à nouveau et regarda les yeux brillants des jumelles. « Parfois, les personnes les plus importantes dans notre vie sont celles que nous rencontrons dans les moments les plus inattendus. Vous m'avez rappelé quelque chose que j'avais oublié. »« Quoi ?» demanda Zoé avec curiosité. « Que faire ce qui est juste vaut plus que n'importe quelle réunion d'affaires, » répondit Blake d'une voix lourde d'émotion sincère. Diana observa l'interaction, réalisant que cet homme puissant avait été transformé par ses filles autant qu'il avait transformé leur vie. Mais alors que le docteur Whitman découvrait que ses ponts professionnels avaient été brûlés dans toute la région et que Blake embrassait sa nouvelle famille improbable, une question restait en suspens. Comment la vente d'une simple petite voiture avait-elle pu orchestrer une révolution complète dans la vie de tant de personnes? La réponse allait révéler que parfois, la justice passe par les gestes les plus petits et les plus inattendus. 6 mois plus tard, l'hôpital Sainte-Marie était méconnaissable. Diana Foster marchait dans les couloirs, son badge de directrice des soins infirmiers fièrement épinglé sur sa blouse blanche. Ces réformes avaient transformé non seulement les protocoles médicaux, mais aussi toute la culture institutionnelle. Momaya et Zoé courèrent dans le couloir, leur cartable d'école se balançant. Madame Johnson a dit « Nous allons présenter notre projet sur les héros de la vie réelle à toute l'école. » Diana sourit en serrant dans ses bras ses filles, qui portaient pour la première fois depuis des années de nouveaux uniformes. « Qui faites-vous le vôtre ?» De l'autre côté de la ville, l'ancienne docteure Patricia Whitman tapait furieusement une autre lettre de motivation dans son petit appartement, loué. Son CV, autrefois impeccable, portait désormais la marque toxique de ses pratiques discriminatoires. Le téléphone sonna. Un autre refus, le 12e en 3 semaines. « Je suis désolé, docteur Whitman, mais vos références précédentes ont soulevé des inquiétudes quant à votre adaptation culturelle. » Patricia raccrocha brusquement. Sa luxueuse maison avait été vendue pour payer les avocats dans une bataille juridique perdue d'avance. Ses anciens collègues évitaient ses appels et une carrière de 20 ans s'était évaporée en quelques semaines. Pendant ce temps,
Blake arrivait à l'hôpital pour sa visite hebdomadaire, une tradition qu'il avait instaurée après l'acquisition. Il ne s'agissait pas seulement d'une inspection administrative, mais d'une façon de rester en contact avec la famille qu'une voiture de jouet avait amenée dans sa vie. Madame Morrison, les jumeaux coururent l'embrasser, suivis de Diana. « Nous n'avons reçu aucune plainte concernant des traitements inégaux ce mois-ci », rapporta Diana fièrement. « Notre équipe a reçu l'approbation unanime du comité médical d'État. » Le docteur Hamilton, qui était resté à l'hôpital, s'approcha avec hésitation. « Monsieur Morrison, je veux que vous sachiez que j'avais tort à propos de tout. Travailler sous la direction du directeur Foster m'a appris plus sur la médecine humanisée en 6 mois que pendant toute ma carrière de 20 ans. » Diana posa sa main sur l'épaule de son collègue. « L'important, c'est que nous construisons quelque chose de mieux ensemble. » Plus tard, dans son bureau à l'hôpital, Blake examina les rapports financiers positifs et les lettres de remerciement des patients posées sur son bureau. Il aperçut la petite Camaro rouge que les jumeaux avaient essayé de vendre quelques mois auparavant. Maya entra timidement. « Monsieur Morrison, je veux que vous gardiez la voiture pour toujours. » Blake fronça les sourcils. « Mais je croyais que Zoé et toi vouliez la récupérer. »« Nous voulons qu'elle reste avec la personne qui a fait une différence, » expliqua Maya sérieusement. « La voiture appartenait à mon père et il disait toujours qu'il fallait utiliser nos trésors pour aider les autres. Vous utilisez cette voiture pour aider non seulement nous, mais aussi tous les gens de cet hôpital, seule condition, » continua-t-elle en souriant. « Si jamais vous trouvez d'autres enfants qui ont besoin d'aide, vous devez vous souvenir de ce que nous vous avons appris. » 1 an après leur rencontre dans le parc, Blake Morrison n'était plus seulement un PDG isolé dans sa tour d'ivoire. Les jumeaux l'avaient transformé en un homme qui comprenait que le véritable pouvoir résidait dans l'élévation des gens et non dans la domination des marchés. Diana Foster, autrefois humiliée pour avoir remis en question l'injustice, était désormais témoin de la transformation de tout un système qui profiterait à des milliers de patients. Son courage en documentant la discrimination avait entraîné un changement monumental. L'ancien docteur Whitman découvrit que les préjugés constituent une base instable pour tout succès durable. Ces pratiques discriminatoires, protégées pendant des années par la bureaucratie, finirent par avoir des conséquences à la hauteur des dommages causés. Les jumelles Maya et Zoé apprirent que la gentillesse sincère peut déplacer des montagnes, surtout lorsqu'elles trouvent quelqu'un qui a les ressources nécessaires pour transformer la compassion en action concrète. Alors que Blake regardait Diana recevoir un prix d'État pour l'excellence en matière de soins de santé équitable, il serra la Camaro rouge et réfléchit à la façon dont un simple acte de vente désespéré avait réécrit le destin de chacun. La petite voiture est restée comme un rappel que les moments les plus transformateurs se cachent dans les situations les plus simples. La véritable vengeance contre la discrimination n'est pas de rendre la haine, mais de construire un monde où la dignité humaine est la valeur la plus importante. La meilleure vengeance contre l'injustice n'était pas de détruire ceux qui avaient causé du tort, mais de construire un meilleur système qui empêcherait d'autres personnes de souffrir de la même manière.